Chers auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. Cette semaine, les faits qui ont retenu notre attention, c'est d'abord la grève observée sur l'ensemble du pays du 27 au 28 février dernier par l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN. Ensuite, nous parlerons du verdict du 24 février dernier relatif à la tentative de coup d'État au Niger en mars 2021. Nous nous intéresserons également à l'élection de Bola Ahmed au Nigeria à la tête de la présidence. Enfin, nous terminerons avec la journée africaine. Nous terminerons avec la tournée africaine de 4 jours entamée mercredi par le président français Emmanuel Macron qui visite au cours de ces 4 jours l'Angola, la République démocratique du Congo, le Gabon, mais également le Congo-Brazzaville. Pour analyser ces différents sujets, j'ai le plaisir de recevoir les confrères Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Garé Amadou, journaliste au quotidien Mouria et La Nation, et Hussein Issa Jubo, journaliste indépendant également, à la modération du forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Deji. Nous débutons le forum de la presse de ce soir avec cet arrêt de travail observé sur l'ensemble du pays du 27 au 28 février dernier par l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui regroupe 4 centrales syndicales. Dans son préavis de grève en date du 20 février 2023 adressé au ministre en charge du Travail, l'ITN a dressé la liste des attentes immédiates des travailleurs nigériens auxquelles elle exige du gouvernement satisfaction. Il s'agit notamment de l'harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires et la revalorisation du SMIG, la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé à travers un plan de recrutement sans concours, le règlement définitif des arriérés des rappels salaires et les incidences financières liées au redressement et avancement des agents de l'État et l'octroi de la prime de départ à la retraite pour compter du 1er janvier 2019. Il faut rappeler que les 25 et 26 janvier 2023, l'ITN avait déjà observé une grève de 48 heures. Maïmouna Diado, pourquoi cette persistance du bras de fer entre le gouvernement et l'ITN? Merci Michel. Cette persistance, en tout cas entre les deux parties, si je veux bien le dire, entre l'ITN et le gouvernement, c'est parce que tout simplement, si aujourd'hui l'ITN s'est engagé à faire sa lutte en faisant les grèves, c'est parce que tout simplement, jusque-là, le gouvernement n'a pas répondu à ses doléances, à ses points de revendication. Et ça veut dire que tout simplement, jusque-là, le gouvernement qui devrait peut-être appeler l'intersyndicale des travailleurs pour pouvoir négocier, voir ce qu'il y a lieu de faire, peut-être même si on ne peut pas prendre en compte tous les points de revendication, je suis sûr qu'en les appelant à la table de négociation, ils peuvent s'entendre. Mais maintenant, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas le bras tendu donc, de ce gouvernement vers l'intersyndicale des travailleurs, que l'intersyndicale des travailleurs aussi est en train de montrer qu'il y a une manière peut-être de faire fléchir le gouvernement, c'est d'opter pour la grève. Parce que la grève, c'est un droit quand même.
invité par le président de la République. Il y a eu des échanges et après, l'UTN avait quand même décidé de maintenir le premier mot d'ordre de grève. Qu'est-ce qui n'a pas marché en réalité? Mais c'est parce que tout simplement, en réalité, quand ils ont été reçus d'abord par le président de la République, ce n'était pas pour parler des doléances, des points de revendication de ces centrales syndicales. C'était juste pour leur dire, selon l'intersyndicale des travailleurs, pour leur dire qu'ils n'ont pas, en tout cas, cette possibilité de leur donner satisfaction rapidement par rapport à ces points de revendication. Donc c'était pour les informer. Pour les informer et non pour pouvoir trouver une solution rapide. Et dans ce cas, l'intersyndicale, l'ITN, s'est senti frustré d'abord et a jugé que d'abord, c'est l'intersyndicale ITN qui avait déposé un préavis de grève et non la CDTN qui l'accompagnait. La CDTN aussi était conviée de la même manière que l'intersyndicale des travailleurs. Et ils se sont dit que bon, puisque c'est comme ça et qu'on n'a pas trouvé un terrain d'entente et qu'on nous a tout simplement conviés pour nous dire que voilà, nous ne pouvons pas vous satisfaire, donc satisfaire les points de revendication que vous voulez. Donc dans ce cas, l'intersyndicale a jugé d'aller en grève. Et aujourd'hui, c'est une deuxième série de grèves. C'est une série de grèves. Le 27 et le 28 également, c'était une grève qui a été lancée de 48 heures. Maintenant, jusque-là, le gouvernement n'a pas encore daigné appeler l'intersyndicale pour négocier et je suis sûr que l'intersyndicale maintient sa position, c'est d'aller justement encore une fois de plus en grève certainement. Je ne le dis pas, mais je sais que certainement c'est ceux qui se préparent. Donc moi, tout ce que je voudrais, c'est que on essaie de trouver, d'aller dans le consensus, de trouver, d'aller vers le dialogue, de voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui ne peut pas être faisable tout de suite. Le gouvernement a la possibilité quand même de répondre à certains points de revendication de l'intersyndicale des travailleurs. Et de l'autre côté, c'est vrai, c'est des engagements. Et quand on prend des engagements, quand on ne respecte pas les engagements aussi, c'est ça que ça nous ramène à la case de départ. Il ne faut pas que le gouvernement prenne des engagements et que ces engagements ne puissent pas être satisfaits. Ils ont dit que c'est des engagements qui ne datent pas d'aujourd'hui, des engagements que le gouvernement a pris depuis 2012, si j'ai bonne mémoire, et jusqu'à présent, ces engagements ne sont pas encore satisfaits au niveau donc, des travailleurs. C'est tout ce qu'ils demandent, que les engagements que l'État a pris en 2012 soient aujourd'hui concrets. Merci beaucoup, Gary Amadou. Outre ces engagements, il y a d'autres doléances des années 2019-2020 qui parlent également de réduction des prix du gasoil et de l'essence, de l'abattement de l'ITS, mais également une réduction des prix des produits de première nécessité sur l'ensemble du pays. Que représentent toutes ces doléances des travailleurs pour les consommateurs nigériens? Oui, mais moi je pense que ce sont des doléances qui sont justes. Je l'ai dit ici sur ce plateau, bien avant même que le mouvement syndical ne commence à se réveiller. J'avais dit que, étant donné que la vie est chère, il appartiendrait aux syndicats de se battre pour que les salaires soient augmentés, n'est-ce pas, que en tout cas la situation des fonctionnaires s'améliore. Moi, dans tout ce que j'ai entendu, il y a quand même un motif d'espoir parce que je crois que Memouna elle-même l'a dit. Quand le président a rencontré les syndicats, il leur a dit qu'il y a des points qui ne peuvent pas être satisfaits rapidement. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le gouvernement reconnaît le bien fondé de beaucoup de revendications de ces structures syndicales-là. Mais il parle de... C'est pas possible dans l'immédiat. Mais sur le principe, je crois que le gouvernement est d'accord qu'il y a des choses à faire sur toute leur plateforme revendicative. Il appartiendra maintenant aux syndicats, maintenant, de voir, en tout cas, c'est-à-dire que le but, pour que les situations ne soient pas figées, c'est pas le syndicat l'ITN qui va attendre qu'on l'appelle, non. Il faut aussi engager des démarches. Je vais dire par la l'ITN, c'est l'intersyndicale, n'est-ce pas? Demander une audience avec le ministre de la fonction publique. Voilà, demander, c'est-à-dire, c'est pas une affaire. Parce que pour aller en grève, ils ont écrit un préavis de grève. Oui, je sais tout ça là. Je sais tout ça là. Moi, ce que je sais, c'est que des deux côtés, il y a des bonnes prédispositions pour aller vers, en tout cas, un consensus pour trouver des trucs. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire du jusqu'au boutisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire vouloir dire que donc, si on ne fait pas ça, nous, on ne va pas accepter. Ah non. Déjà, quand on part déjà en négociation avec des idées arrêtées, avec des revendications figées,
qu'on pense que, parce que l'ITN, avant de partir sur la table de négociation, elle consulte les autres centrales syndicales qui la composent. Vous comprenez? Donc, elle consulte et ils adoptent une stratégie. Eh bien, c'est là où se trouve le problème. C'est le moment où on adopte la stratégie là, que déjà les germes de l'échec des négociations sont jetés. Parce que il faut faire des concessions. Bien sûr. Non, mais il faut faire des concessions. Et puis, au niveau des deux parties, c'est ça. Il ne faut pas faire du jusqu'au boutisme. Il faut vraiment créer les conditions pour que, quand on va aller, vraiment, nous-mêmes, nous savons que, par exemple, sur la plateforme revendicative de l'ITN sait très bien. Il y a des choses qui ne seront pas possibles immédiatement. Elle le sait. Même sur ce qu'elle a listé là, elle connaît. Et bien, sur ces choses-là, eh bien, on se dit, bon, voilà, entendons-nous bien. Voilà, quand on va aller, je sais que le gouvernement, sur ça, là, c'est pas évident. Donc, ne forçons pas trop. Essayons de trouver, au moins pour le moment, quelque chose avant de pouvoir avancer. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup. Hussein Issa, est-ce que vous convenez que c'est cette démarche qu'il faut adopter au niveau des responsables de l'ITN? Il y a eu quand même une coalition large, 14 centrales syndicales pratiquement. Oui, des centrales syndicales qui ont décidé de soutenir l'ITN. Les centrales syndicales qualifiées de non représentatives qui ont rejoint l'ITN, plus le collectif des syndicats des commerçants et des agents de transit. Bien sûr. C'est tout un collectif qui est là. Et la dernière fois, oui, bien sûr. Alors, l'ITN a juste porté, comment dirais-je, c'est l'ITN qui a fait le préavis de grève. Bien sûr, parce que c'est l'ITN qui est interlocutrice du gouvernement depuis les élections professionnelles. C'est l'ITN qui, comment dirais-je, les centrales syndicales. Les 4 centrales syndicales représentent sont parmi les 5 premières centrales syndicales. Il faut déjà préciser ça. Et l'autre aspect sur lequel, parce que tout à l'heure j'ai entendu Gary dire, en réalité, il ne s'agit pas d'aller négocier, n'est-ce pas? C'est des revendications sur lesquelles l'ITN et le gouvernement se sont entendus. Les 4 points préalables, parce qu'il y en a 4. C'est un dossier que je suis régulièrement. 4. Notamment, comment dire, par rapport au SMIC, par rapport au recrutement, n'est-ce pas, progressif des contractuels de l'éducation et de la santé. Et il y avait aussi, comment dirais-je, c'est par rapport à des questions d'avancement, de rivalisation, comme avait dit la page, tout. Le gouvernement s'est entendu pour régler ces problèmes-là. Il y en a des revendications, c'est depuis pratiquement 2012. Il y a eu au moins 3 ou 4 protocoles d'accord qui ont été signés et toutes ces revendications sont revenues dans ces protocoles. Quand on regarde un peu de 2012 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement 10 ans, un peu plus de 10 ans. Il y a des nouvelles autorités qui sont là il y a un peu moins de 2 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Je considère que non, on ne parle pas de nouvelles autorités, l'État étant une continuité, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, moi j'ai dit, je me dis, vous savez, le dilatoire là, c'est pas bien. Parce que si ça n'a pas une autre dimension, cette grève-là, la dernière fois on a vu ce que ça a donné, ça a marché quoi qu'on dise, n'est-ce pas? Et prochainement, les commerçants ne sont pas entrés dans la danse parce qu'ils sont venus juste au moment où le mouvement était déjà enclenché. Sinon, ils sont solidaires de ce qui a été, comme on avait dit, ce qui a été fait. Mais la prochaine fois, certainement qu'ils vont être dans la danse, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Voilà des engagements que vous avez eu à prendre. Faites l'effort. Faites l'effort de les régler. Parce que on ne peut pas traîner des problèmes ou comme avait dit, des engagements pendant l'éternité. N'est-ce pas? Quand il y a, même si vous n'avez pas, s'il y avait eu un minimum de volonté, moi je suis convaincu qu'on ne serait pas là encore avec ces engagements-là. N'est-ce pas? C'est parce qu'il n'y a pas simplement eu de volonté. Il y a eu des négociations. Oui, la volonté, quoi qu'on dise, la volonté, parce que bon, je sais un peu pourquoi les syndicats ont été un peu pendant longtemps, ils n'ont pas voulu mettre la pression à travers des grèves. On n'a pas connu de grève générale. En 2011, après la lutte qui s'est opérée, il y a eu des réunions au cours desquelles il a été question, parce que l'ITN à l'époque était pratiquement dirigé par la CDTN. C'était les éléments de la CDTN qui étaient pratiquement les meneurs qui étaient devant. Après, quand il y a eu les élections professionnelles, c'est ça, 2019, pas 2019, quand il y a eu les élections professionnelles, parce que pour aller aux élections professionnelles, l'ITN s'est un peu disloqué. Maintenant, après les élections professionnelles, il fallait reconstituer l'ITN.
N'est-ce pas? Avec les anciennes centrales syndicales qui étaient là. Voilà. Les 4 centrales syndicales qui font l'ITN aujourd'hui, plus la CDTN, mais la CDTN a joué au dilatoire. N'est-ce pas? Pour ne pas être Merci, on vous a bien compris, il faut donc des efforts pour les efforts, moi je dis quelque part, moi je ne veux pas faire, comment dire, la langue de bois. Les efforts, ça doit être de l'autre côté. Vous avez des partenaires sociaux, oui. Quand vous dites... Merci, on vous a bien compris. Maïmoun Diado, il faut terminer Juste que je voulais tourner cette page. Je voulais dire que l'ITN avait été reçu par le ministre du Travail. Donc ça veut dire que si quelque chose avait marché, l'ITN n'avait pas en fait cette idée d'aller en grève. Mais ça veut dire que ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti au niveau du ministre du Travail, donc qui devrait être le relais au niveau bien sûr du comité ministériel, interministériel des négociations. Donc voilà. Merci, on a bien compris donc le problème, Garé, puisque... Il n'y a pas de problème, c'est ce que je voulais dire en fait, juste en quelques mots. C'est-à-dire que, bon, j'ai entendu qu'il y avait des revendications qui datent de 2012. Hussein a dit que les syndicats n'ont pas fait la grève depuis 2012 jusqu'à récemment. Oui, mais donc je peux dire que si les choses se sont éternisées, c'est la faute de ces syndicats-là qui n'ont pas fait la grève, qui n'ont pas en tout cas mis la pression pour que ça soit réglé. Si ça a traîné depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, c'est leur faute. Ils ont peut-être attendu une stabilité. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Avec les nouvelles autorités. Oui, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais en fait, merci. Et puis autre chose aussi, pour finir, c'est pas que je me réjouis, mais la grève, ça n'a pas marché en fait. Ça n'a pas marché. Peut-être qu'ils vont s'organiser pour la prochaine fois, mais ceux qu'on a vus. Bon, ça c'est votre avis. En tout cas, c'est ce qu'on a. Non. Certains disent que ça marchait, d'autres disent que. À Niamey, peut-être la grève selon ce que les gens racontent, parce que les gens peuvent aller de leur appréciation. C'est pas que je me réjouis, mais c'est parce qu'il y a les conducteurs de taxi qui sont en ville et autres là. Mais oui, certains ont dit qu'ils n'avaient pas l'information. Il y a des services étatiques qui ont fermé. Voilà. Merci, chacun a pu en tout cas constater cette grève de 48 heures qui avait donc été lancée par l'ITN les 27 et 28 février dernier. Nous passons donc au second sujet du forum de la presse de ce soir. Le tribunal militaire a rendu public son verdict le 24 février dernier dans le procès des auteurs de la tentative de coup d'État de mars 2021 au Niger. On a enregistré 27 condamnations. Il y a eu des relax parmi les condamnations. Il y a eu 5 condamnations à vie. Il y a eu des condamnations de 20 ans, de 10 ans, de 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce verdict tombé vendredi dernier? Dès le départ, on savait que ça allait déboucher sur des condamnations, bien évidemment. C'est qu'on ne savait pas qu'il puisse y avoir des relax. Certains n'avaient pas cru au coup d'État. Mais justement, jusqu'au procès, je vous dis, jusqu'au procès, il y a toujours le flou. On a condamné, mais il y a toujours le flou. Il y a quand même des choses auxquelles les gens se sont attendus. Quand on a vu un peu comment les choses, parce qu'il y a des témoins qui n'ont pas pu comparaître, ou carrément on a décidé qu'ils ne comparaissent pas. Dans le cas d'un procès, on doit pouvoir faire en sorte que la lumière jaillisse. Tous ceux qui vont être cités en matière de procès, surtout de cette nature, on doit pouvoir laisser, en tout cas faire venir tous ceux qu'il y a comme témoins qui ont été cités. On a vu comment les choses ont été quelque part. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Nigériens qui sont restés sur leur faim. N'est-ce pas? Et même quand les éléments qui étaient dedans, qui ont relaté comment les choses se sont passées, ça a encore davantage confirmé certains dans leur conviction que véritablement, jusqu'ici, est-ce que c'est véritablement un vrai coup d'État ou un faux vrai coup d'État? Il y en a beaucoup qui se posent la question. Parce que quand on parle d'armes blanches et de balles blanches, de ceci, de cela, les gens sont restés sur leur soif par rapport à ce procès. Les personnes qui ont utilisé ces munitions ont d'ailleurs été condamnées à verser 20 millions de francs CFA à l'État du Niger. Dommages et intérêts. Pour dommages et intérêts, puisque ces munitions ne devraient pas être utilisées, selon la justice en tout cas, dans le cadre de ces tentatives de putsch réprimées par la loi. Maïmoun Diado, comment le verdict a été accueilli et quelle est votre analyse à ce sujet? Véritablement, Michel, concernant le verdict, je n'ai pas grand-chose à dire puisque je n'ai pas trop suivi l'affaire, honnêtement.
Mais comme l'a dit Ousseini, il fallait s'attendre, il fallait que des têtes tombent aussi. Il fallait qu'on fasse un jugement, qu'on passe à un jugement, et le verdict est là. Il y a ceux qui ont écopé de 20 ans d'emprisonnement, moins de 20 ans d'emprisonnement. Il y a des emprisonnements à vie pour ceux qui n'ont pas pu comparaître, qui devraient comparaître et qui n'ont pas été là pour justifier en fait ce qu'on leur reprochait. Il y a ceux qui doivent payer des amendes et qui ont été également relaxés. Donc moi je me dis que ce que la justice nigérienne a fait, c'est la justice nigérienne. On ne peut pas aujourd'hui aller au-delà de ce que nous avons vu, de ce qu'on nous a donné en tout cas comme verdict. Mais ce qu'on sait, c'est que jusque-là, même après le verdict, les Nigériens sont dans le doute. Ils n'arrivent pas à se situer véritablement si oui ou non il y a eu coup d'État ou tentative de coup d'État. Donc c'est ça. En fait. Merci. Dans tous les cas, c'est une décision de justice, vous l'avez dit. Et les décisions de justice s'imposent à tous et au pouvoir public et aux citoyens. Ouais. Mais Garé, comment les citoyens accueillent cette décision? D'abord, avant de parler de comment les citoyens et les concernés également, bien sûr, puisque vous avez suivi. Moi, j'ai suivi le procès depuis je partais, parce qu'il faut le dire, c'était un procès public, n'est-ce pas? La salle qui n'arrivait pas à contenir les gens, on a mis un baffe dehors pour que les gens puissent entendre ce que j'ai suivi tous ceux qui ont été condamnés là, je les ai suivis un à un. J'ai suivi des gens avouer l'opération. En réalité, ceux qui ont été relaxés là, ce sont les soldats qu'on a trompés, que leurs supérieurs ont trompés. Parce que le jour de l'affaire, la nuit du 30 au 31 mars, on leur a dit qu'il y a une mission pour sécuriser la ville de Niamey dans le cadre de l'investiture du président de la République. C'était ça qu'on leur a dit. Ils étaient contents parce qu'il y avait des perdièmes. Il y avait un soldat dit que c'est une chance qu'on l'ait choisi. Il a même pris son lit picot. Et c'est quand ils sont arrivés vers le palais que leur chef là leur dit de tirer sur le palais. Et c'est pour ça que ça a fini en débandade. Parce qu'il y en a qui ont tiré une fois et qui ont jeté leur arme, qui ont fui. Ils connaissent le palais présidentiel. Ils savent la puissance de feu. Et il y a un des protagonistes qui leur a dit que le commanditaire de l'affaire leur a dit que quand ils vont arriver vers le palais, ils vont avoir des renforts. Des renforts qui vont venir de Al-Mahaou et qui vont venir de Dosso et d'autres de Tilaberi. Donc quand ils étaient partis là, c'était en pensant que dès que ça va commencer là, ces renforts-là vont prendre le relais. Et ils ont dit qu'il y avait des complices qui allaient les aider. Tout ne s'est pas passé. Et ça a fini en débandade, les gens ont fui. Moi, j'ai suivi l'intervention de Gourouza. Gourouza a dit, je suis là pour dire la vérité, je n'ai rien à cacher. J'avoue que voilà ce qu'on voulait faire. Parce qu'il a expliqué pourquoi sa frustration concernant la base qu'il dirige. Le comportement des militaires français qui se comportent comme si c'est dans leur truc, c'est une des choses qui l'a révolté. Il y a le lieutenant Marou qui dit que lui, il voulait coûte que coûte empêcher à ce que le nouveau président puisse prêter serment. Donc tout ça là, moi j'ai suivi ça. C'était à moins de 72 heures de la prestation de serment de Bazoum Mohamed. Et c'est à cause de ça, certains disaient que bon, peut-être c'était pour... Mais c'était un truc, c'était un truc qui était préparé, mais apparemment, il y a quelque chose qui n'a pas marché au dernier moment. Et les gens sont partis au charbon. Et ils n'ont pas eu les renforts qu'ils ont. Et ça a fini en débandade. Et les gens ont détalé. Et surtout les hommes de troupes qui étaient censés mener l'assaut. C'était donc une vraie tentative, selon en tout cas les différentes déclarations, puisqu'il s'agit là de déclarations. Maintenant, mais il y a une justice qui est là, qui a rendu public un verdict, une décision. Parce que tout ce qu'on doit faire, il faut faire attention. Bien sûr. Il faut savoir que le réquisitoire du ministère public, n'est-ce pas, surtout pour ceux qui ont eu 20 ans, le réquisitoire n'a pas été suivi. Le ministère public a demandé 30 ans. Le ministère public, il est parti au procès. Mais il a demandé 30 ans. La décision. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est ça, la justice. Non, je veux que les gens comprennent. Et toi, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que le réquisitoire n'a pas été suivi. Le ministère public, c'est lui qui représente l'État. L'État a demandé 30 ans. Eh bien, la justice n'a pas donné 30 ans, elle a donné 20 ans. Et les soldats qui, la preuve, tous ceux qui ont suivi le procès ont compris que les soldats ne savaient pas pourquoi on devait être relâchés. Ceux qui ont eu la condamnation à perpétuité, ce sont ceux qui ont fui. Les 5 là, qui sont partis à l'extérieur, qui ont fui, qui ont détalé. Ils ne sont plus revenus, on les cherche, on ne les trouve pas. Et donc eux, ils sont condamnés à la peine maximale. Ce qu'il faut souhaiter, c'est ce qui a été dit lors de ce procès-là. Le militaire, son rôle n'est pas de faire le coup d'État, de tirer sur les civils. Non. Son rôle, c'est de faire la guerre. Aujourd'hui, on est dans une période de lutte contre le terrorisme.
de grâce, les militaires cessent de regarder vers le palais, regardez vers la brousse. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Regardez vers la brousse, on a des soucis là-bas. Voilà. Merci beaucoup. C'est donc l'avis d'un journaliste qui a suivi de près ce procès qui s'était déroulé donc à Niamey au niveau du tribunal militaire. C'était au niveau de la gendarmerie à Kouarteye dans la région de Niamey. Donc, et nous allons à présent nous intéresser à l'actualité hors de nos frontières et c'est pour aller au Nigeria où la Commission électorale nationale indépendante INEC a proclamé mercredi les résultats de l'élection présidentielle du 25 février dernier. C'est le candidat du parti au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu, qui a été élu. Il a été donc déclaré vainqueur à travers cette proclamation de scrutin avec près de 9 millions de suffrages contre près de 7 millions de suffrages pour le candidat de l'opposition, Atiku Abubakar. Le nouveau président élu, Bola Ahmed, a déjà reçu les félicitations de plusieurs chefs d'État africains et d'ailleurs, dont le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Hussein Issa, quelle analyse vous suscite cette élection L'analyse de Bola Ahmed? Je ne suis pas du tout surpris outre mesure. Je sais comment ça se passe dans nos pays. Le plus souvent. Non, c'est la réalité. Il faut aller en Afrique un peu australe pour voir des élections propres. Chez nous, on sait comment ça se passe. Tu parles de candidat de l'opposition. Au départ, le candidat de l'opposition était en large avance, n'est-ce pas? C'est à la dernière minute que la situation a tourné. Et les gens, moi j'ai vu des images de ces élections où il y a des endroits où carrément... C'est vrai, l'opposition conteste ce scrutin, mais bien évidemment, mais de l'avis des observateurs, mais s'il te plaît, je n'aime pas entendre parler des observateurs. C'est des faux types, les observateurs. Je le dis et je le maintiens. Que ce soit la CEDEAO, que ce soit les autres, c'est des faux types. Ils observent mal. Et les chefs d'État qui ont commencé à féliciter... Non, mais bien évidemment, sur comment on appelle, c'est le syndicat. C'est Bouhari c'est carrément le dauphin de Bouhari qui arrive. C'est la continuité, n'est-ce pas? Ils avaient monté ensemble le parti. Oui, mais ils avaient ensemble, Bouhari a tout fait pour que ce soit son dauphin. Bien évidemment, ça n'a pas été... Vous savez, quand vous organisez les élections, surtout quand je parle de l'Afrique, je parle surtout de l'Afrique de l'Ouest, un peu de l'Afrique centrale. Dans ces pays, ce n'est pas véritablement des élections qu'il y a, c'est des simulacres. C'est des simulacres. Il faut aller dans les pays comme l'Afrique du Sud, comme la Zambie. C'est là où il y a des élections propres. Un peu, même le Ghana qui était à l'époque clean en matière d'élection, même le Ghana est en train d'être gâté à cause du fait de son machin dans la CEDEAO. N'est-ce pas? Alors, voilà la situation. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a une désaffection de plus en plus. Parce que, même quand vous avez vu avant, comment dirais-je, avant le scrutin, les critiques contre le régime de Bouhari. Tout le monde, pratiquement, ceux qui ont contribué à mener Bouhari, ils ont tous déchanté. Ils voulaient un changement, mais le paradoxe, c'est que le problème en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, quand vous êtes au pouvoir, vous allez tout faire pour que celui que vous avez désigné là puisse rester au pouvoir. Malheureusement, c'est comme ça. Quand on regarde un peu la cartographie des élections un peu en Afrique, c'est le constat qui se dégage. Le seul pays, j'ai dit, où il y a des élections, c'est un peu l'Afrique australe vers la... Merci Hussein Issa, ce qui veut dire que vous ne croyez même pas à la crédibilité de ces élections. Je ne peux pas croire. Merci. La précipitation avec laquelle les résultats étaient... Il y avait combien de millions d'électeurs, n'est-ce pas? Et le système même de comptage, qui était un système au départ qui devait être... Merci. Le système s'est détraqué. On dit on ne peut plus continuer Merci avec le système. Issa, il faut préciser qu'au Nigeria... Alors que ça devait être... Et comme on avait dit, ça devait être huilé pour que des problèmes ne se posent pas pendant le décompte des voix. En tout cas, selon la commission électorale du Nigeria, c'est qu'il a remporté ces élections puisqu'il répond à tous les critères pour passer dès le premier tour, parce que là-bas, il ne faut pas avoir la majorité des suffrages. Il faut être en première position et avoir au moins un quart des suffrages dans 25 États. Voilà. Donc, alors qu'ici, il faut avoir la majorité, c'est-à-dire avoir au moins 50% des suffrages. Parce que quand on regarde ici, les élections au Nigeria, si c'est ici au Niger, on allait faire un deuxième tour inéluctable.
véritablement. Mais aujourd'hui, concrètement, Maïmoun Diado, quels sont les défis qui se posent au nouveau chef d'État, puisqu'on a l'impression qu'il tend la main à l'opposition, il demande le dialogue pour sauver le pays, donc avancer quoi. Ça a toujours été ainsi. Quand un président sait qu'il est contesté de toutes les mille manières, la première des choses à faire, c'est de tendre la main à l'opposition pour venir, pour pouvoir sauver le pays. C'est ce qu'ils disent, non? Bon, sauver le pays, il sait qu'il doit sauver le pays. Parce que l'insécurité, en tout cas, est ancrée au niveau donc, du Nigeria. C'est pas du tout facile. Et aujourd'hui, il y a l'économie aussi, qui est à peu près par terre au niveau donc, du Nigeria. Il y a pratiquement rien ne marche, je ne dis pas rien, mais presque rien ne marche au Nigeria. Donc il doit relever tous ces défis-là. Et la première des choses, dans un pays, si l'insécurité, là, s'il n'arrive pas à faire face à l'insécurité, là déjà, c'est un autre problème. Moi, je suis sûr que sa première préoccupation, ça sera l'insécurité. L'insécurité comme priorité. Comme priorité, puisque c'est ça qui affecte nos pays qui sont ici de l'autre côté. Merci. Gara Amadou, quand on parle d'insécurité, on a une longue frontière avec le Nigeria. C'est d'ailleurs l'un des pays voisins les plus importants. Quel doit être l'avenir de cette coopération nigéro-nigériane avec le nouveau président élu, Bola Ahmed Tinubu? Je pense que comme c'est vraiment du même parti que Buhari, c'est vraiment le dauphin de Buhari qui est arrivé au pouvoir. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait de la continuité dans les relations entre le Nigeria et le Niger. Ce que je souhaiterais, c'est que la question sécuritaire soit mieux gérée, parce que ici, sur ce plateau, la semaine dernière, nous avons relevé que c'était vraiment le talon d'Achille d'Ahmed Buhari. Le fait qu'il n'a pas réussi, lui qui était un ancien militaire, a réussi à gérer la question sécuritaire. Alors, Bola, le vieux, parce qu'il est fatigué quand même, Bola. Il est fatigué. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, on va voir comment est-ce que la situation sécuritaire. Un militaire n'a pas pu gérer. Il a une gestion quand même, puisqu'il était gouverneur. Moi, je suis pessimiste sur la question sécuritaire. L'État de Lagos, il a fait la migration, il connaît beaucoup. Mais attention, l'État de Lagos qu'il a perdu. Oui, c'est vrai, il y a eu des accusations. Déjà, l'État de Lagos qu'il a perdu au profit de Peter Obi. Il a perdu l'État de Lagos. C'est-à-dire aux élections. Peter Obi a gagné l'élection. Ça dit, il était gouverneur. Je comprends, oui, il a dirigé pendant longtemps. Voilà, il a perdu les élections. Voilà, de la même façon que l'autre a perdu Kaduna aussi, parce que c'est un truc qui a gagné. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis sceptique par rapport à l'élection sécuritaire par Bola Tinubu. Pourquoi? Parce qu'on avait un militaire, enfin un ex-militaire, un ex-général, qui n'a pas pu gérer. Il y a des civils qui arrivent, mais qui arrivent à gérer correctement les questions sécuritaires. C'est compliqué la question du Nigeria. C'est très compliqué. Il a d'abord, c'est un Yoruba, c'est vrai, musulman, n'est-ce pas? Et puis, pratiquement, il n'est pas de la zone qui est confronté à ce phénomène-là. Alors que lui, Buhari, il était même de la zone qui est confrontée à ce phénomène. Parce que lui, c'est de la zone Yoruba. C'est pas le nord. Vous comprenez? Et donc, Buhari même n'a pas pu gérer. On est dans un pays, c'est l'esprit nationaliste. Non, mais c'est très compliqué. C'est comme dire quelqu'un qui est à Tilaberi ne peut pas maîtriser la situation. C'est pas la même chose. Moi, je te fais la différence entre un militaire, un ex-militaire qui a géré la situation, et puis quelqu'un qui n'est pas militaire, qui vient, et qui a le défaut d'être quelqu'un de fatigué aussi. Donc, j'attends de voir. Mais concernant les relations avec le Niger, moi, je ne pense pas qu'il y ait des grands changements, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez sage. Et puis, il a des bras droits de Maïdougouri. Oui, il a des bras droits. Oui, mais il a des bras droits de Maïdougouri. Mais bon, enfin, je souhaite qu'il réussisse à mieux gérer cette question sécuritaire-là. Mais là où un militaire a échoué... En tout cas, c'est de l'intérêt de tout le continent. Il faut donc terminer ce forum de la presse avec justement cet aspect sécuritaire qui est également abordé à travers la visite du président français Emmanuel Macron en Afrique centrale cette semaine, après avoir présenté le lundi 27 février à l'Elysée les orientations de sa politique africaine pour les prochaines années. Emmanuel Macron est en tournée du mercredi 1er jusqu'au samedi prochain, donc une tournée de 4 jours au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo, RDC. Ousseinissa, que sait-on davantage de cette tournée d'Emmanuel Macron en Afrique? Ça suscite beaucoup de remous dans ces pays-là, n'est-ce pas? Oui, mais il ne vient pas en Afrique. Mais c'est les pays qu'il va visiter là, n'est-ce pas? Et quand tu prends le Congo, quand tu prends, comme avait dit, le Gabon,
Et quand tu prends, comment on appelle l'Angola. Voilà, bon, l'Angola, peut-être c'est un pays un peu lusophone ou quelque chose comme ça. Mais les pays, quand tu regardes ces pays, peut-être en dehors de l'Angola, c'est des pays où c'est des dinosaures qui sont à la tête de ces pays. Des gens que la France a maintenus délibérément des années durant, qui ont été, on voit tout à l'heure quand j'ai parlé des élections, on a vu comment ils sont restés pendant longtemps, comment on les maintient au pouvoir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol général par rapport à la France-Afrique. Ce n'est pas contre les Français, mais c'est contre la politique qui est menée. Aujourd'hui, on a entendu ce qui se passe dans ces pays où il y a des manifestations pour dire non à l'arrivée de comment on appelle ça, de Macron. Il a prévu, en tout cas ça a été entendu lundi dernier, une réduction au niveau même de la présence militaire en Afrique. Tout ça. Il a annoncé qu'il va aider les États africains à gérer. À co-gérer les bases. Voilà, donc il y aura tout ça, c'est le discours. Une cogestion à ce niveau. Non, laisse tomber. Quelle cogestion? Mais regardez, ça ne sera plus des bases gérées parce que certains Africains avaient dit que l'accès même à ces bases était interdit. Mais même ici, c'est ça la difficulté. Donc là, quand il parle de co-gérer, ça veut dire qu'on a l'impression qu'il y a... Ça signifie quoi? On va gérer ensemble. C'est ça, c'est le discours. C'est le discours, c'est un peu le narratif, ça. Ça a été une politique plutôt contre-productive. Maintenant, comment rectifier le tir? Mais c'est déjà parti, c'est déjà... comment avait dit, parce que les gens sont fatigués de cette attitude paternaliste. Ou considérer que les enfants sont toujours des enfants, il faut être là derrière. Non, ce n'est pas une affaire. Aujourd'hui, les gens, après plus de 100 ans d'indépendance, les gens savent. On a plus l'impression que c'est cette politique qui est en train de maintenir ou de tirer les pays, en tout cas qui sont un peu les ex-colonies de la France, qui tirent ces pays-là vers le bas. C'est une politique où il y a Hussein lui-même, Macron, il a dit que, en tout cas, l'Afrique n'est pas un précaré. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience? Attends, est-ce que les gens ne se mobilisent pas dans des pays pour leur dire qu'il faut qu'ils s'en aillent? Mais alors, regardez un peu ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est les moyens aériens. C'est les moyens aériens. C'est la meilleure façon d'en finir rapidement. Mais eux, ils ont les moyens aériens. Mais quand il y a des attaques, moi j'ai dit, s'il y a une véritable coopération, le temps que ceux-là qui sont venus attaquer une position là, le temps qu'ils se dispersent, ils vont tous être décimés. Mais alors, vous venez, vous avez les moyens aériens, mais vous considérez que ça coûte cher de les faire voler. Mais alors, ça sert à quoi? Il y a donc insuffisance de résultats. Il faut que ça soit clair. Ça soit clair. Moi, je suis convaincu que cette affaire-là, des individus en moto qui circulent dans la savane, ils viennent, ils s'en prennent à des positions, qui font la loi, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde. On n'a pas besoin d'être militaire pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que ces gens qui se déplacent pour attaquer des villages, qui se déplacent pour attaquer des positions, des convois militaires, c'est des gens, quand il y a des moyens, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent toujours attaquer, mais c'est échapper. Ils n'auront pas le temps d'échapper. Merci beaucoup. Maïmoun Diado, en tout cas, Macron a promis de respecter cette coopération et de faire en sorte que les aspirations des pays africains soient prises en compte. Il a parlé de l'avenir de la jeunesse et les problèmes de développement. En réalité, qu'attendent les Africains de cette coopération avec l'Hexagone? Espérons d'abord qu'il dit vrai. Parce que, en fait, on a vu combien de fois il parle, il dit qu'il va changer sa politique, il va sécuritaire, il va aider les pays africains, mais rien n'est fait jusqu'ici. Donc, ça veut dire que de la même manière qu'il a sillonné l'Afrique de l'Ouest, de la même manière, il est en train de sillonner l'Afrique centrale aujourd'hui pour pouvoir les convaincre. Et aujourd'hui, l'Afrique centrale, pourquoi moi je me dis? Parce que les populations de l'Afrique centrale en ont marre, ras-le-bol de voir que c'est à l'éternité qu'il y a des présidents qui sont là-bas à l'éternité et qui ne bougent pas, qui ne font rien et qui observent la France en train de dépouiller en tout cas les richesses minières. Ça veut dire que... C'est vrai qu'il faut rappeler qu'en juillet 2022, il était au Cameroun, puisque c'était justement en Afrique centrale après sa réélection. Comme en Afrique de l'Ouest, il a essayé de distraire les gens de l'Afrique de l'Ouest par rapport à sa politique de changement, de coopération, et qu'il voit que en Afrique de l'Ouest, les gens ont un peu compris, ces populations ont un peu compris ce qu'il veut, ce qu'il attend de ces populations. Maintenant, il faut aller conquérir
l'Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale aussi, c'est les mêmes remous. C'est-à-dire qu'il y a des pays, quand on regarde la Centrafrique. Centrafrique, là, depuis combien d'années? Ce pays-là est en guerre depuis combien d'années? Aujourd'hui, quand on regarde Congo, la RDC, aujourd'hui, c'est des milices. C'est des milices qui affectent la moitié, à peu près le nord de ce pays. Mais aujourd'hui, quelle est la stabilité? Quel est le confort stabilité que la France peut amener à ces pays-là? Parce qu'il y a des mouvements qui se passent pour dire non, on n'est pas d'accord pour que Macron mette pied dans notre pays. Mais c'est parce que mais si on a vu les images, c'est parce que tout simplement, il est en train de sauver ce qu'il faut sauver. En juillet dernier, on l'a dit, il était déjà en Afrique après sa réélection pour son deuxième mandat. Il a fait le Cameroun, le Bénin, la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il revient en Afrique centrale. Mais tous les Africains se sentent en réalité concernés par cette visite parce que les rapports avec la France englobent tout le continent. Et alors aujourd'hui, quelles sont ces attentes des Africains par rapport à cette coopération? Moi, je pense que Macron a pris en compte toutes les attentes des Africains dans le discours qu'il a fait la veille de son départ. Le lundi. Parce que ce discours-là, il ne faut pas qu'on pense qu'il est fait uniquement pour les pays d'Afrique centrale qu'il va visiter. Non, non, non. C'est un discours sur la politique de la France à l'endroit de l'Afrique. Et quand il va... Ça a été très bien dit. Très bien dit. C'est-à-dire que la France dit... Voilà, d'abord, moi, ce que j'ai remarqué, c'est l'esprit d'humilité du président Macron. On l'a constaté. L'humilité. Il a parlé de respect. Respect mutuel. Même les entreprises, les sociétés qui viennent en Afrique, il les a interpellés. La reconnaissance des erreurs commises, des erreurs de stratégie. Il dit... Il a parlé même des objets volés. Des objets volés qu'il faut ramener, voilà, qu'il faut être restitués. Il faut faire justice. Voilà, Donc pour moi, c'est un discours assez révolutionnaire. Pourquoi? Parce que vous avez un président français qui était déjà quelqu'un de très décomplexé par rapport à plusieurs sujets. Par rapport à la guerre d'Algérie, il était très décomplexé. Et là, et encore, il dit, le passé là, c'est le passé. Et la politique de prédation là, c'est fini ça. La France-Afrique, c'est terminé. Voilà. Aujourd'hui là, l'Afrique a besoin d'un partenariat d'égal à égal. Mais est-ce que c'est la réalité sur le terrain? Non, écoutez, est-ce qu'il faut c'est des engagements qu'il a pris. Considérer que ça va être vrai comme on dit? Non, moi je n'ai pas une boule de cristal pour savoir de quoi l'avenir sera fait. Mais est-ce que les Africains doivent rester optimistes par rapport à... Parce que Maïmoun disait que ce n'est pas la première fois qu'on entend des discours comme ça. Écoute-moi très bien. Macron a fait un discours le 27 avant de partir en Afrique centrale. Et ce discours-là est dirigé vers tous les pays du continent. Bien sûr. Il détaille la stratégie de la France, où il dit, vraiment, nous souhaitons, j'ai vu dans le discours, nous souhaitons, c'est un souhait, c'est pas qu'il veut imposer, il souhaiterait entretenir un partenariat plus respectueux des valeurs des pays, n'est-ce pas? Tout en reconnaissant que la France, en tant que puissance économique et puissance nucléaire et puissance mondiale, cherche aussi, il dit, on va rentrer dans la compétition avec des pays qui sont déjà là. Il parle de la Chine, qui vient, de la Russie, de la Turquie, de l'Inde. Il dit, on va aller, c'est pas qu'on va leur faire la guerre, on va aller dans la compétition. On va plus considérer que c'est un précaré, que les pays que nous avons colonisés là, c'est notre droit. Il dit non. Ça c'est une mauvaise politique, c'est une erreur. Il dit, on va aller pour tout le monde. Ça a été souvent dénoncé par des acteurs qui disent que la France pense être en terre conquise. Merci. Donc, et il dit, on va aller comme tout le monde. On va aller proposer des choses. Négocier des choses comme tout le monde. Et donc, c'est en cela que ce discours-là, pour moi, est un discours révolutionnaire. Ça donne de l'espoir. Non, c'est pas que j'ai dit que ça donne de l'espoir. J'ai dit, moi je le prends au mot. Et moi j'ai constaté un changement au niveau de la rhétorique. J'ai constaté parce qu'on n'a jamais vu ça. Un président qui vient, qui en tout cas, c'est nouveau. Ça a été diffusé en direct sur France 24 et sur RFI. C'est un discours, en tout cas, dans lequel on a de l'humilité du président français. On le sent. Et moi, je le dis. Parce que sur les réseaux sociaux, en fait, Hussein veut dire un mot parce que nous sommes au terme de ce forum. Garé. Non, c'est vrai. Moi, je vais dire une chose. Macron fait partie, après Sarkozy, des présidents français qui ont beaucoup plus de difficultés. Parce que de plus en plus, la jeunesse africaine a pris conscience, ce n'est plus la jeunesse où on venait discuter avec les chefs d'État. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Quand il dit, je vais aller en compétition, il raconte sa vie. Il est déjà là, sur place, implanté depuis. Si,
à travers les compagnies extractives, les ressources. C'est pas de son fait que les partenaires... Ces compagnies, il a attiré leur attention sur le fait qu'il faut avoir une obligation de résultat et que s'ils ne font pas un bon travail, il faut respecter le terrain. Moi, je ne dis pas que tout ce qu'il a dit va le faire, mais on va voir. Mais moi, en tout cas, j'ai changé un changement. Je veux qu'on soit réaliste. Si dans nos pays, quand tu parles de jeunesse, si dans nos pays, la jeunesse est dans une situation de précarité, c'est du fait de la politique dictée par la France aux pays, les pays colonisés. Mais voilà. Mais quand en fait, dans son discours, on a l'impression qu'il veut annoncer la fin de tout cela. Et il a parlé, c'est l'expression précarée. Ça veut dire que non. Avant même quand il est arrivé, quand il était arrivé, dès le départ, il avait dit que lui, il va mettre fin. Il a mis fin à France-Afrique. Ça va être un rapport de partenariat gagnant-gagnant. Oui, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à vous, chers confrères. Et nous sommes au terme du forum de la presse de ce vendredi 3 mars 2023. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos 3 confrères. Maïmouna Gado, journaliste indépendante. Husseini Issa, journaliste indépendant également. Gary Amadou, journaliste au quotidien Mouria et La Nation. À la modération du forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Hassan et Seine Isaka. Excellente soirée à toutes et à tous et bonsoir.